Bonjour à tous. Donc voilà, je travaille chez AXA dans l'équipe engineering du Data Innovation Lab. J'ai appris la data science, alors non pas à l'école, mais sur des cours en ligne, sur le MOOC de Coursera d'une part, et puis ensuite sur des plateformes de data science comme donc Kaggle ou datascience.net. Donc c'est pour ça que je voulais partager un petit peu mon expérience là-dessus et puis vivement recommander en tout cas à tous les apprentis data scientistes d'ailleurs jeunes ou moins jeunes de pratiquer. Je ne sais pas lesquels d'entre vous dans la salle ont déjà fait des concours Kaggle. Ouais, il y en a quand même, donc c'est très bien. Donc c'était l'occasion de réfléchir un petit peu à pourquoi est-ce que effectivement il y avait cette sorte d'addiction à ces concours. Donc Kaggle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme on va dire internationale, le leader de ce genre de challenge, avec des sociétés privées, des laboratoires, des ONG qui publient des challenges régulièrement. Et puis la plateforme française qui s'appelle datascience.net, qui existe depuis plusieurs mois et qui est également extrêmement active. Alors c'est parti pour les 10 raisons de participer à ces concours. Numéro 10, cassez-vous les dents sur tout type de problème. Alors ce qui est extraordinaire sur ces plateformes, c'est que vous pouvez faire de la data science dans tous les domaines. Donc j'en ai cité quelques-uns. Le NLP, donc le traitement de la langue écrite. Là, il y avait un challenge sur Kaggle qui consistait à détecter si un blog post allait rester longtemps en ligne ou pas en termes d'appréciation des utilisateurs. Donc du traitement de texte, du traitement de l'image également, avec des challenges réguliers de reconnaissance d'image, donc avec un célèbre concours de reconnaissance d'image entre les chats et les chiens qui est historique parce qu'il a franchi une barrière à l'aide de techniques de deep learning qui n'avaient jamais été atteintes. Bon, bien sûr, des concours qui ouvrent à la créativité, qui permettent d'utiliser l'open data, avec un récent concours sur datascience.net de prédiction de passagers dans des gares de Transilien, où il fallait se creuser la tête pour récupérer des données open data pour prédire ça. Donc, par exemple, en utilisant l'API Foursquare, ou bien des données publiques de l'INSEE. Donc, pour la petite histoire, le gagnant, un de ses meilleurs prédicteurs, c'était le nombre de salons de coiffure à proximité de la gare, qui avait récupéré donc sur Internet et qu'il avait utilisé comme prédicteur de son modèle. Vous avez bien sûr de la régression, du re-ranking, de la classification multiclasse, des séries temporelles, et j'en passe, de la recommandation. Donc vraiment, dans la trousse à outils du data scientist, se casser les dents sur toutes ces problématiques, c'est extrêmement enrichissant. Numéro 9, alors apprendre à faire de la data science en équipe. Ça aussi, bien sûr, on peut faire des challenges tout seul, mais on peut faire également en équipe, et c'est ce que je recommande aussi à tout le monde, parce que vivre la data science en équipe, c'est d'une part passer des bons moments ensemble et avoir des bons souvenirs. Et c'est également apprendre à se partager les tâches, parce qu'évidemment, quand on veut travailler en équipe, il faut éviter de faire les choses plusieurs fois. Donc on va se partager les tâches. Donc par exemple, il y en a un qui va travailler tel type de features et une autre personne va travailler un autre type de features. C'est un premier moyen de se répartir les tâches. Je connais une autre équipe où il y avait 2 personnes qui faisaient des modèles différents et une troisième personne qui était spécialisée dans le blending de ces différents modèles. Donc c'est une autre façon également de se répartir les tâches. C'est quelque chose donc, qui est extrêmement important ensuite pour faire la data science en entreprise, parce qu'en entreprise, on n'est pas coupé du monde et on est également en équipe. Et c'est une bonne école pour pratiquer la data science en équipe. Alors sur ces plateformes de data science, vous avez des forums où il y a énormément d'échanges entre passionnés. Et vous avez souvent des échanges de morceaux de code. Et donc, c'est des morceaux de code, probablement pour certains d'entre eux, que vous allez récupérer et que vous allez utiliser toute votre vie, soit pour d'autres challenges ou soit
à titre professionnel dans les différentes missions que vous allez avoir à faire. Donc ça, c'est un morceau de code en Python qui permet de faire la feature selection, la greedy feature selection, c'est-à-dire qu'il va tester une à une toutes les features, d'abord une feature, puis ensuite sélectionner la meilleure, puis ensuite agréger une deuxième feature pour tester toutes les paires de features, trouver la meilleure paire, et ensuite agréger une troisième pour trouver la meilleure combinaison de 3 features, etc., de façon systématique. Donc c'est un code qui n'est pas très compliqué à réaliser, mais enfin une fois soit on le récupère ou en tout cas qu'on l'a utilisé et qu'on sait qu'il marche bien, typiquement c'est le genre de code que vous allez réutiliser, je pense, toute votre vie. Alors la data science, ça s'applique à tous les domaines et ça aussi on le découvre au travers des concours. Donc vous avez des concours dans le domaine du transport, donc typiquement sur Kaggle vous avez eu des concours de prédiction de retard d'avion. Vous avez des choses dans le domaine de la santé avec par exemple des prédictions de crise d'épilepsie. Dans le e-commerce, bien évidemment. Dans la finance, il y avait un concours où il fallait prédire à midi, fallait prédire quel sera le cours de clôture de la bourse. Donc là, c'était plus un problème de série temporelle. À partir de l'historique entre l'ouverture de la bourse et midi, prédire le cours de clôture. On imagine que celui qui trouve un bon modèle pour ça, effectivement, ça peut être intéressant. On a donc des problématiques d'énergie. Il y avait EDF sur datascience.net qui a proposé un concours pour anticiper la consommation électrique et la charge électrique dans ces réseaux. L'assurance, bien évidemment. Donc vraiment un champ très varié d'applications. Et vraiment très varié. Donc vous avez aussi des choses dans l'agriculture, la cybersécurité, l'astronomie, la littérature, avec un challenge où à partir d'un texte, il fallait retrouver quel était l'auteur de ce texte. Donc vraiment quelque chose qui permet de s'ouvrir l'esprit. C'est important dans la data science et dans son métier d'être créatif parce qu'il faut sans arrêt trouver des nouvelles utilisations de données et participer à ces challenges. C'est vraiment une façon d'ouvrir son scope et de débloquer des façons de raisonner et de voir ce qu'il est possible de faire dans d'autres domaines. Alors sur Kaggle, ou sur datascience.net, vous utilisez des technologies également en avance de phase par rapport à ce que vous allez utiliser dans votre métier. Donc depuis 2 ans que je suis donc sur Kaggle, j'ai déjà pu vivre et d'autres candidats également différentes générations d'algorithmes. Alors ça ne veut pas dire que les uns ne sont plus utilisés. Mais quand j'ai commencé, la régression logistique était typiquement le modèle qui gagnait. Et puis sont apparus le random forest et puis les gradient boosting. Récemment, le online learning, là, qui est en train de gagner plusieurs concours sur Kaggle. Et le deep learning également, qui est également quelque chose qu'on commence à entrevoir et qui commence à gagner les concours. Donc là, vraiment, ces ruptures technologiques, vous les vivez, vous les sentez, ou autre part que sur ces plateformes, vous allez pouvoir aussi vite vous mettre au point sur ces technologies pour ensuite, bien sûr, pouvoir les utiliser si vous faites un métier de data scientist, ce que je souhaite à tout le monde, les utiliser dans votre métier. Alors, faire de la data science chez soi, c'est moi ce que j'appelle faire de la lean data science. C'est-à-dire que chez soi, on n'a pas des clusters Hadoop, on n'a pas un data center, loin de là. On a juste son laptop avec le maximum de mémoire possible. Mais donc, il faut faire rentrer des problématiques compliquées, des gros volumes de données, parfois plusieurs dizaines de gigas, dans un traitement qui doit tenir, alors sur un laptop ou sur autre chose, je vais en parler après. Et donc ça s'oblige quand même à faire du code cohérent avec la machine, à optimiser les ressources de sa machine, optimiser les cœurs de sa machine, optimiser la mémoire de sa machine,
Et donc ça, je pense que c'est très structurant dans la façon de faire la data science par rapport au monde de l'entreprise où on va avoir peut-être des ressources plus ou moins illimitées qui vont nous faire passer à côté de raisonnements un petit peu intelligents. Donc la ligne data science, faire plus avec moins, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend en faisant la data science chez soi. Alors si on n'a pas des ressources suffisantes, maintenant il existe le cloud avec les systèmes Amazon par exemple pour pouvoir distribuer des traitements sur le cloud. Comme à titre individuel, ces clouds, ça coûte un peu d'argent. Là, vous allez devoir aussi faire preuve d'intelligence pour lancer votre traitement le plus rapidement possible sans trop consommer parce que derrière, ça va vous coûter. Et si vous êtes vraiment futé, vous allez aller sur des systèmes de cloud à la demande où vous faites des enchères en définitive de ressources de calcul. Vous allez dire, voilà, moi je pense que ce dont je vais avoir besoin, c'est 30 centimes de l'heure. Donc vous mettez aux enchères vos 30 centimes de l'heure et lorsque sur Amazon la ressource est disponible à ce prix-là, vous allez débloquer donc la ressource, vous allez pouvoir l'utiliser. Le problème, c'est que quand vous l'utilisez à 30 centimes, si quelqu'un parie votre ressource à 35 centimes, il va vous prendre votre instance. Donc vous allez perdre votre ressource. Donc là, ça vous oblige à mettre quelque chose de résilient qui va garder en mémoire ce que vous avez fait, parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie de refaire tout ce que vous avez fait. Et donc mettre en place quelque chose d'un petit peu rémanent avec une ressource à la demande. Vous n'avez pas la ressource, vous ne pouvez pas prédire. Et par contre, vous avez la ressource, vous pouvez faire le calcul. Et alors bien évidemment, plus vous approchez de l'échéance de votre challenge, plus vous allez être obligé de faire un trade-off entre le prix que vous allez mettre et vous dire, bon allez, là j'approche du but, je suis bien placé, je vais peut-être gagner le concours, allez, je parie à 40 centimes et vous allez gérer ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à apprendre et c'est une façon d'utiliser les ressources intelligentes qui servira aussi plus tard en entreprise. Alors vous allez apprendre le black art aussi sur les forums et en discutant avec les gens du domaine de la data science. Vous allez faire des choses qui sont pas documentées, qui sont pas très académiques, on va dire. Donc là, c'est un exemple qui est apparu récemment sur une façon en fait de rajouter à un modèle linéaire des features non linéaires en appliquant un random forest pour créer des features non linéaires. Et ce random forest, en fait, vous allez utiliser dans scikit-learn, pour ceux qui connaissent, non pas la callback predict, mais la callback apply, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout, qui va vous donner, en fait, pour chaque vecteur de prédiction, le numéro du nœud sur lequel le prédicteur a été projeté. Donc ce numéro de nœud, ça va vous créer des nouvelles features que vous agrégez, donc des features hautement non linéaires que vous agrégez à vos features initiales et ensuite vous passez votre modèle linéaire par-dessus et ça va vous créer de la diversité. Alors peut-être que, je ne sais pas, ça existe ce genre de technique, mais en tout cas, voilà un exemple de choses peu académiques qu'on apprend et qui va certainement pouvoir être réutilisé et qui fait avancer l'état de l'art. Donc ça, c'était le numéro 4. Maintenant, on va rentrer dans le podium. 3, 2, 1. Je sens une impatience là dans l'audience. Alors, numéro 3, rendez-vous visible. En fait, sur Kaggle et sur datascience.net, vous avez un ranking national et international. Donc, bien évidemment, pour quelqu'un comme moi qui s'est mis à la data science assez tard, qui n'ai pas pu me former à la data science parce qu'à l'époque où je suis sorti de l'école, le mot n'existait même pas. Il a fallu que je justifie quand j'ai voulu en faire mon métier, pourquoi j'étais crédible et pourquoi j'étais légitime en data science et ce que je pouvais apporter. Et l'unique moyen qui était à ma disposition à cette époque-là, maintenant probablement pour un certain nombre d'entre vous, il y a des formations et il y a d'autres critères. Mais en tout cas, pour moi, le moyen principal, c'était d'avoir un classement le plus élevé possible sur Kaggle.
pour me permettre effectivement d'expliquer quand on me disait mais attendez, dans votre CV on ne comprend pas, ok vous avez fait du développement logiciel, ok vous avez la sensibilité business, ok vous avez fait le MOOC Coursera de Andrew Ng, mais vous n'avez jamais pratiqué la data science en vrai. Et donc là le seul argument que j'avais et qui a fonctionné, c'était de dire bah, si regardez, j'ai fait des concours et je suis classé à ce niveau-là. Donc ça certainement pour ceux qui veulent s'investir et qui veulent jouer cette carte-là, c'est un plus certainement dans le profil et ça révèle aussi un mindset et une façon de raisonner qui est importante. Alors numéro 2, l'argent. Bon, je le cite parce qu'il y a des prix qui font rêver, 500 000 $, 250 000 $ là, pour les prédictions de GE sur les avions. Bon, faut pas espérer devenir riche quand même en faisant ces concours-là parce qu'on en gagne quand même assez rarement. Et puis ça demande un investissement extrêmement important pour les gagner, mais bon, pourquoi pas, ça peut être aussi un moyen de gagner. J'en connais dans la salle ici qui ont gagné, je pense, plusieurs dizaines de milliers d'euros cumulés donc voilà, c'est pas négligeable et ça peut arrondir les fins de mois. Enfin, le numéro 1. Bah bien sûr, c'est un moyen de rencontrer des gens d'AXA et puis bon, des gens effectivement de l'univers data science. C'est un moyen d'échanger, de rencontrer des gens cool, de rencontrer des gens sympas, et que ce soit à l'international ou en France, parce que la communauté de data scientists qui participent à ces forums et en particulier sur datascience.net est en train de grossir, est en train de prendre de l'influence, arrive même à influer sur les règles ce qui est une grande première, sur les règles effectivement des challenges. Donc c'est une communauté que je vous engage à rejoindre parce que c'est vraiment passionnant. Pour conclure, bon, il y a quand même effectivement tout n'est pas rose, hein, le Kaggle, datascience.net, voilà, c'est pas que ça la data science. C'est une vision assez tronquée de la réalité parce que les données, par exemple, elles sont propres, elles sont facilement disponibles dans la vraie vie. Et je le vis chez AXA, récupérer la donnée, c'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire faire intervenir un nombre important de personnes dans l'organisation. La donnée, elle est souvent de très mauvaise qualité. Donc il y a tout un pan de la data science, heureusement, que vous pourrez découvrir aussi en entreprise. Alors nous, chez AXA, on fait de la data science, de la vraie data science. On va dire Kaggle, c'est pas de la vraie data science. On a la data science, effectivement. Alors suivant votre profil, vous pourrez en faire plus machine learning. C'est-à-dire ça, c'est des profils qui sont plus techniques, théoriques, mathématiques. Si vous avez une âme de développeur, vous allez pouvoir être plutôt dans la partie software engineering où vous allez développer des produits data, donc typiquement des API qui vont permettre de mettre en production les modèles machine learning qui ont été développés dans la partie R&D. Donc ça, c'est une phase extrêmement importante dans le monde de l'entreprise. Alors peut-être moins dans le monde du challenge, parce que dans le challenge, on va chercher la performance, on va dire académique du modèle. Dans le monde de l'entreprise, on va chercher bien sûr cette performance-là, mais aussi la facilité de déploiement du modèle, la facilité de maintenabilité du modèle, et puis également, est-ce que le modèle répond réellement à une vraie question? Parce qu'un modèle ultra performant qui répond à aucune question en entreprise, il sert à rien. Si vous avez plus un profil IT, Hadoop, vous pouvez également exercer cette sensibilité.
et puis une âme plutôt, on va dire, business pour transformer les questions métiers en problématiques théoriques et faire le liant entre ces deux mondes qui ont parfois du mal à se parler. C'est aussi une facette du data scientist que vous pouvez exprimer. Je conclurai en disant que donc sur les plateformes, donc je vous invite à vous inscrire à datascience.net, à Kaggle. Sur datascience.net, on vient de publier un challenge ou qui va ouvrir prochainement AXA. Et également sur le Meetup Paris Data Geek où le mi-janvier 2015, on reçoit Sean Owen, donc le directeur de la data science de Cloudera, qui va venir faire un talk chez AXA. Si vous pouvez venir et puis échanger à nouveau, on pourra se recroiser à cette occasion. Merci à tous, j'espère que ça vous a donné envie de participer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là ou venir nous voir sur le stand AXA. On recrute, mais ça je pense que vous le savez tous. Merci de votre attention et puis bon après-midi. Ah, il y a une question. Une question personnelle peut-être. Quelle a été votre source de motivation pour participer au Challenge Tiger ? Ouais, quelle était... Ouais, non, ma source de motivation, c'était je sentais que je voulais aller vers la data science. J'étais pas sûr d'aimer ça vraiment, donc je voulais me confronter au travail de la donnée, parce que travailler la donnée toute la journée, c'est voilà, faut être sûr qu'on aime ça. Donc c'était un moyen de vérifier qu'on aimait ça, qu'on était bon à ça, et puis ensuite effectivement de vérifier ces points-là. Oui, je l'ai pas dit, c'est un énorme investissement quand même en temps. C'est un énorme investissement. Voilà, donc il faut y passer ses nuits, ses week-ends. Et ça, c'est une barrière évidemment compliquée à franchir. Alors plutôt Kaggle ou complémentaire, les deux, je dirais. Les deux en même temps. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, bon salon et puis merci de votre attention et à bientôt.